Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Evan Thomas, plus connu sous le pseudo d'All Out Training sur les réseaux sociaux. On a parlé de l'importance, ou pas, de la VO2 max, des tests physiologiques et de ce que l'on testait, mais aussi de ce qu'on faisait des résultats, mais surtout d'aérodynamisme. En clair, comment gagner 20 watts presque sans effort. Bref, vous en avez l'habitude, c'est encore un régal. Bonne écoute. Salut Evan, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, ça va bien. Merci à toi pour l'invitation. C'est cool. Je fais ce podcast parce qu'on a eu une longue discussion autour d'un café récemment. Et j'ai trouvé notre discussion hyper intéressante. Et donc, j'avais plein de questions à te poser pour approfondir un peu tout ce qu'on avait vu. Ouais, carrément. Rapidement, même si je t'ai présenté dans l'introduction, euh, on t'a surtout découvert pour ton rôle, entre guillemets, auprès de Willy Georges, qui est athlète de CrossFit. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur toi, qu'est-ce que tu fais exactement au jour le jour et comment tu es arrivé à collaborer avec Willy Georges, l'un des meilleurs crossfitters français qu'on ait eu jusqu'à présent? Ouais, alors, donc de base, je suis préparateur physique au sein de l'armée. Donc ça, c'est mon travail à plein temps. Et à côté de ça, je suis entraîneur de triathlon. Donc j'ai monté ma structure il y a maintenant 2 ans. Et j'ai réalisé des tests physiologiques en fait pour des copains de Willy. Et du coup, ils m'ont orienté vers lui pour lui faire faire un test aussi. Mais quels étaient les résultats de ce test? Alors, je les ai plus en tête réellement, mais alors il y avait un seuil 1 qui était autour, il me semble, de 250 watts. Ah, pas si mal, sur Bacagne. Ouais, sur bike. Ah ouais, donc solide quand même. Ouais, ouais, très solide. Après, voilà, il faut toujours rapporter au poids puissance, hein. Mais bon, Willy, c'est un athlète qui est hyper hybride. Il fait beaucoup de vélo aussi en perso, beaucoup de VTT. Et un deuxième seuil autour de 300. Ok, ouais, donc pas si. Ah ouais, donc là, Non, non, solide, hein. Très solide, ouais. Ouais, ouais. Mais en plus, il était pas dans une phase où il préparait forcément quelque chose de très endurant. C'était plutôt pour découvrir un peu comment fonctionnait ce test, puis s'il pouvait avoir un petit plus dans son entraînement grâce à ça, quoi. j'ai l'impression que les tests physiologiques qui avant étaient réservés au laboratoire se sont beaucoup démocratisés sur le terrain. Qu'est-ce que toi tu mesures exactement avec ces tests physio? Ouais, alors donc de base, on faisait ça souvent dans des labos avec des masques pour mesurer le seuil ventilatoire 1 et 2. Et puis est arrivé un peu cette mode du lactate, notamment avec la méthode norvégienne, où il y a pas mal de coachs qu'on voit sur internet l'utiliser. Le matos s'est démocratisé, puis aujourd'hui, du coup, on mesure donc la concentration sanguine de lactate. Et donc, on vient effectuer plusieurs tests, que ce soit sur vélo ou sur piste, pour essayer donc de mesurer ces seuils et ensuite redécouper ça en zones d'intensité et en domaines d'intensité. Donc pour, on va dire, mieux calibrer son entraînement. Ça permet d'éviter, on va dire, les calculs grand public faits par nos montres ou faits par nos applications. Pourtant, on peut lire aussi que souvent que les seuils de lactate sont à débat en fonction de comment tu as mangé la veille, de comment tu es fatigué. Est-ce que finalement tu donnes une fourchette? Tu sais, on entend souvent des athlètes dire qu'ils utilisent 2 et 4 millimoles, tu vois, sans trop mesurer. Ouais. Euh, alors, deux questions en une. Est-ce que d'une part, c'est assez juste, ces 2 et 4 millimoles, où tu vois des grosses variations? Et si oui, est-ce que tu peux donner des exemples? Et deuxièmement, comment tu tiens compte de l'évolution au jour le jour de ce seuil? Est-ce que tu donnes une fourchette? Ouais, alors ouais, on pourrait approfondir pendant des heures, mais effectivement, donc on va dire que c'est comme les zones cardiaques où on a des calculs et des algorithmes très grand public qui fonctionnent, et donc on a souvent ces seuils, le premier seuil autour de 2 millimoles et le deuxième autour de 4, mais pas forcément pile à ces valeurs-là. Voilà, ça va dépendre des athlètes et puis du test aussi qu'on va réaliser. Euh, Plus un test va être long,
plus on va avoir des valeurs qui sont hautes. Si on fait un test très court sur Home Trainer ou Bikehack, par exemple, on va pas forcément avoir des seuils qui sont proches de la réalité. Ils vont sûrement être un peu surévalués. Donc voilà, suivant le test qu'on fait, on va pas avoir les mêmes. Donc ça, faut en être bien au courant, quoi. Et puis, euh, et puis voilà, on va dire que je trouve entre 1,5 et 2,5 pour le premier seuil. Ah Et ouais, deux et demi, il y en a. ouais, ouais, ouais. Et puis oui, 3,5 et à peu près 4 pour le deuxième seuil. Ok, ouais, donc il n'y a pas beaucoup plus que 4 entre guillemets, je vois souvent ça. Mais par Non. contre, pour le premier seuil, ça peut aller beaucoup plus haut que 2 quoi. Oui, oui, oui. Je vois des athlètes très réguliers autour des deux et avec une valeur un tout petit peu plus haute pour le premier seuil. Mais voilà, s'il faut vraiment analyser les courbes plutôt que les valeurs brutes. Donc, euh, donc voilà. Et puis suivant aussi ce qu'on va chercher pour cet athlète. Si c'est un athlète d'endurance, si c'est simplement un testing classique, si on est dans une séance, etc. On peut travailler un tout petit peu au-dessus, en dessous, etc. Mais voilà, du coup, on préconise une zone. Ils sont pas figés, ces seuils, hein. C'est pas 2 millimoles et 4, mais plutôt une zone. Comment tu choisis le test le plus adapté à la personne? Parce que on voit souvent des tests assez courts par palier, Mm. de 3 ou 4 minutes, parfois 5 minutes, récup une et on monte progressivement le nombre de watts ou Mm. la vitesse, peu importe, au fil des intervalles. Euh, Quel test toi tu fais faire et en fonction de quoi? Alors, tout dépend le sport de base de l'athlète. S'il va faire un sport plutôt d'endurance, on va dire très longue, ou si c'est plutôt voilà un sport de force ou un crossfitter, voilà ce genre de choses. Généralement, des tests de 4 à 5 minutes, j'utilise pour des sportifs de courte distance, on va dire. Comme le CrossFit, tu vas faire ça des Voilà. 4 à 5 minutes. Ça nous donne, on va dire, un bon premier regard sur son premier, son deuxième seuil. Souvent, le crossfitter, de toute façon, ce qu'il va chercher, bien souvent, hein, c'est de travailler son endurance parce que la haute intensité, il le bosse à côté. Et donc, c'est être sûr d'être sous le premier seuil pour son endurance. À l'inverse, mes athlètes de triathlon, on va pouvoir faire des intervalles un peu plus longs. Et là, on peut monter jusqu'à des intervalles de 10 minutes. Et puis les paliers, c'est tout dépend ce qu'on cherche. On peut faire un premier test avec des paliers de 20 watts. Et puis après, on peut redécouper en essayant d'être encore plus précis quand l'athlète a déjà fait un test, par exemple. Si je comprends bien, aujourd'hui on utilise beaucoup moins les seuils ventilatoires. C'est ça. Alors les seuils ventilatoires, ils sont déjà, on va dire, plus onéreux à trouver parce que le matériel pour les coachs est beaucoup plus cher. Il faut savoir que du matériel pour le lactate, ça coûte aux alentours de 600-700 euros. C'est plutôt 10 000 pour les tests ventilatoires. Et donc, les seuils ventilatoires, ce sera plutôt en laboratoire et réservé, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, aux athlètes de haut niveau. Mais est-ce que c'est plus intéressant de faire les seuils ventilatoires ou les seuils lactates? Alors, moi, je préfère les seuils lactates parce que je peux les utiliser sur le terrain. C'est très compliqué d'avoir le matériel sur le terrain pour vérifier si ce qu'on a fait en laboratoire est correct, alors que mon matériel pour mesurer les tests lactates rentre dans une poche. Et donc, je peux le ressortir sur une séance avec des athlètes en plein milieu d'un call, par exemple. La dernière fois, tu sais, on parlait, j'ai oublié le nom, mais d'un concurrent du Moxy qui mesure l'oxygénation musculaire en direct durant l'effort. Est-ce que ça aussi, tu peux parfois t'en servir pour déterminer des seuils ou pas du tout? Oui, 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 bien sûr. Alors, il y a plusieurs marques hein, qui font maintenant. Il doit être une dizaine sur le marché, certains plus ou moins fiables. Mais oui, oui, moi je l'utilise alors plutôt en complément pour vérifier le travail que je fais avec les tests lactates. Mais certains l'utilisent comme valeur brute et comme valeur seule. Ils n'utilisent pas le lactate qui va être invasif parce que on va faire une petite piqûre. Là, l'avantage, c'est que c'est un strap qu'on vient mettre sur le bras, sur la cuisse ou autre. Et ce strap-là, avec ce petit appareil, on l'oublie pendant la séance et donc il nous permet d'avoir des valeurs qui sont sympas aussi. Mais moi, c'est un plus. Voilà. Et alors, si quelqu'un utilise ça, comment tu détermines un seuil dessus, tu vois, un taux d'oxygénation? Tu dis, bah là, c'est 90%, on est au seuil 1 ou... Non, alors comme le lactate, moi je préfère voir plutôt les tendances de la courbe plutôt que des valeurs. Encore une fois, il va y avoir des valeurs qui vont se retrouver un peu toujours les mêmes. Comment? On va arriver à alors
moi, par exemple, en point de départ, j'ai souvent entre 70 et 75 Ok. pour cent. Et puis, on va descendre, aller aux alentours de 55-60. Ah ouais, putain. Et puis, T'es à et moitié puis perfusé, après, quoi, ouais. ouais, et puis après encore plus bas pour le deuxième seuil. Mais c'est plutôt des tendances. On va avoir des paliers où l'oxygène musculaire va être stable, voire même va monter si on est en endurance. Le muscle se charge d'oxygène, le volume sanguin arrive. Et puis quand on va dépasser cet état stable, là l'oxygène musculaire va commencer à descendre. Et donc on va le voir très vite sur les courbes. Et on va pouvoir mettre ça en corrélation avec le cardio, les watts, le lactate si on en a. Enfin voilà. C'est, on va dire, une triangulation. Plus on a de data, mieux c'est. Mais je n'utilise pas une comme valeur parfaite, quoi. Et est-ce que tu utilises d'autres données quand tu fais un test physio que ces trois-là? Non, non, principalement, donc, je croise donc les watts ou la vitesse en course à pied, le cardio, le lactate et l'oxygène musculaire. Et à partir de là, on a déjà un profil qui est quand même largement correct. Et j'ai cette sensation que quand tu mesures les seuils ventilatoires, tu vois, on arrive à, entre guillemets, notre VO2 max. Tu vois, on va avoir une estimation de notre VO2 max. Et que si tu te contentes de ça, bah en fait, tu me donnes ton avis, mais de ce que j'ai pu voir, malheureusement, tu peux augmenter que de 10 à 15% entre guillemets ta VO2 avec de l'entraînement. Donc, une fois que tu t'es entraîné, je sais pas, 2, 3, 4 ans, en étant progressif dans ton volume d'entraînement, en ayant monté, bah, t'es un peu au bout. Et si on se contente de ça, bah, j'ai l'impression que ça manque un peu de précision pour continuer à s'améliorer sur notamment bah, les facteurs locaux. Donc là, on parlait du lactate, de l'oxygénation musculaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, alors exactement. La VO2, alors c'est top, hein, ça nous permet de se comparer. Mais cette VO2, finalement, on s'en sert très peu au quotidien. C'est dur à mettre en place. Ok, on fait un test en labo, on a tant de VO2, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça sur le vélo, quoi? Alors que avec des valeurs comme le cardio, les watts, le lactate, qui sont des choses qu'on va pouvoir renouveler au quotidien. Là, c'est beaucoup plus simple d'avoir des comparaisons au fil du temps. Et puis cette VO2, exactement, tu l'as dit, un sportif de très longue distance, il va plus forcément augmenter sa VO2, pourtant il peut encore progresser de par justement bah, la durabilité, ce genre de choses. Donc voilà, la VO2, c'est bien, ça nous donne une image de l'athlète, son profil, mais ça fait pas tout. Derrière, il y a des gens, bah, on parle souvent de Paula Radcliffe parce qu'elle a eu énormément de recherches sur elle, où elle n'a pas augmenté de VO2 en 15 ans de carrière. Par contre, son temps au marathon a quand même baissé. Donc c'est qu'elle a réussi à progresser par d'autres facteurs. Ouais, je trouve justement que c'est assez démotivant ces données des fois quand bah moi qui commence à vieillir un peu et tu vois qu'elles évoluent pas spécialement, notamment cette VO2 et tu dis mais en fait putain, je progresse pas et on en oublie des fois de corréler ça à la performance sur le terrain. Ouais. Tu vois, on se perd dans le chiffre, on dit merde putain ma VO2 a pas monté, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait et puis en fait ça te déprime un peu, ça te déprime. Ouais, Après sur le terrain tu dis bah ça sert à rien finalement j'ai pas progressé alors qu'en fait t'as progressé. exactement. Entre, bah, tu vois, et puis même avec l'expérience de course. Certains athlètes maintenant sont même trop regardants par rapport à leur data. Ils vont dire bon bah génial, pendant cette course j'ai sorti 300 watts. Ouais, mais t'étais en course, le but ça reste la place quand même au final. Donc faut pas trop regarder. Voilà, ces valeurs elles sont bien pour l'entraînement, mais derrière si on est compétiteur, le but ça reste quand même un résultat final, une progression et ça passe par plein de facteurs. Et notamment voilà la durabilité, l'expérience que tu peux avoir au fil du temps et donc faut s'en détacher. Sinon ça peut voilà comme tu dis ça peut déprimer un peu. Ça fait plusieurs fois que tu cites le mot durabilité pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est la durabilité? Alors ça va être la faculté pour un athlète de garder la même puissance ou la même vitesse mais au fil du temps. Donc par exemple un athlète va réaliser 10 km à 15 à l'heure, c'est génial, mais si l'année d'après il peut réaliser le semi-marathon à 15 à l'heure, bah, c'est encore mieux. Donc petit à petit sa valeur de course, si on peut le faire augmenter au niveau de la distance. Donc après, on va avoir des fractions d'utilisation de son VO2, de ses seuils, etc. Alors, on rentre on va dire dans la précision. Mais voilà, le but, c'est de le faire courir à la même vitesse, mais plus longtemps. Mais là, quand tu me dis ça, je me dis, cool, je peux devenir plus endurant, tu vois, pour simplifier. Mais c'est beaucoup plus facile de devenir plus endurant que de devenir plus rapide. Ouais.
Ouais, bien sûr. Ah merde. Ah ouais, mais ça, et puis tu vois, toi qui es de la muscu, bah, notamment via les fibres musculaires, quoi. Hein. Plus on va vieillir, plus on va avoir des fibres de type 1 endurantes. Et donc c'est pour ça que souvent on travaille la vitesse très jeune et puis l'endurance un peu plus tard, quoi. C'est plus dur de faire le chemin inverse. Mais oui, c'est clair que à partir de 30 ans, on va dire, notre VO2 max a tendance à chuter si on fait rien. Et donc voilà, on devient de moins en moins rapide. Mais voilà, sur des sports de longue distance, les meilleurs sont souvent un peu plus âgés. On voit les champions voilà, en Ironman, au marathon, qui ont autour de la quarantaine. Je te pose une question par rapport à la VO2 max. Je lisais ce matin un article justement, on discutait d'un entraîneur qu'on aime bien, Caroli, Mm. et qui parlait justement que du faible impact pour lui de la VO2 sur les efforts supérieurs à 30 minutes. Ouais. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques aussi, justement, le fait que, tu sais, souvent tu dis, ah, faut que tu vas augmenter la VO2, donc tu vas faire du fractionné court, qui a plus ou moins court, mais en gros, voilà, tu vas te faire que des trucs où tu utilises ta VO2 au max presque. Et en fait, ça va progresser, mais tu vas pas plus vite parce que c'est pas du tout corrélé à ton effort, quoi. Ouais, exactement. Bah, en fait, chaque entraînement va interagir sur ton corps et va transformer ton corps. Plus tu vas faire de fractionnés courts, et plus tu vas devenir un gros moteur peu économe qui va beaucoup consommer. Donc c'est cool hein, pour le court distance, il faut de la vitesse. Par contre, pour longue distance, bah, c'est tout l'inverse. On va essayer plutôt d'être très endurant, très économe, de consommer le moins de calories possible. Et donc, bah, tous ces intervalles très courts, finalement, on en a je vais pas dire pas besoin, mais c'est une fraction, minimale de l'entraînement. Je vois avec j'ai un athlète notamment qui vient du CrossFit, donc qui est un sport, hyper explosif et lui, bah, j'ai complètement arrêté de lui faire faire des fractionnés courts parce qu'il a déjà ça en lui de base, et c'est le rendre de moins en moins économe si je fais ça. Donc ça serait plutôt l'inverse, je lui fais faire des fractionnés très longs, à des intensités moins hautes, quoi. Tu parles de Julien? Ouais, ouais, ouais. Et plus on fait ça, et plus ça fonctionne. Il a naturellement des capacités pour produire beaucoup de watts sur un temps très court. Donc maintenant, bah, on essaie de gagner en durabilité, justement. Est-ce qu'on peut considérer que un triathlon olympique, c'est une longue distance ou pas? Alors, un triathlon olympique, j'ai envie de dire, tout dépend si on est à haut niveau ou si on est Bon, amateur. alors, on prend Alors, les deux. Si c'est à haut niveau et que tu mets moins de 2 heures. à moins de 2 heures, on est pile entre les deux, mais oui, oui, c'est du longue distance parce que c'est des gars qui vont faire 30 heures d'entraînement et dans les 30 heures, il y a 25 heures de basse intensité. Donc, on est déjà dans un effort de longue distance. Mais quand on est en haut niveau, il y a ce système de pack, de drafting. Ils ont le droit d'être en groupe. Et donc, il va y avoir ce phénomène où il va falloir quand même être très puissant parce qu'il va y avoir énormément de relances. Ils vont devoir produire énormément de puissance à chaque virage. Il va falloir arriver le premier à la bouée en natation. Enfin voilà, il faut être dans le bon pack. Alors qu'un amateur qui va courir un distance olympique, donc la même distance, lui, son but, c'est plutôt d'avoir un effort très linéaire. Donc, on va pas tout à fait avoir le même entraînement entre quelqu'un qui fait du triathlon avec drafting, donc en pack, et tout seul. Tu parles de basse intensité et je vais faire plaisir à mon pote Nico de Agile Training qui a fait le bouquin. Je pose souvent cette question et c'est un peu un de une de mes dissonances cognitives. Comment tu fais accepter la basse intensité aux personnes que tu entraînes? Ah, franchement, Bah, c'est très dur. oui, parce que j'ai envie de te dire, c'est difficile. Tu te dis, bah, je vais faire une séance, mais je vais mouliner. Et en même temps, j'ai une question que j'ai posée à un gars là sur LinkedIn ce matin, j'ai oublié son nom. Est-ce qu'on peut s'entraîner à trop basse intensité? Je te prends un exemple. Euh, Quand je cours, je vois que quand je cours à autour de 10 km heure, mon cœur reste à 130, ça va. Mais si demain, je cours à 8,5 et que je suis à peut-être 115 pulses, est-ce que ça a du sens quand même dans cette notion de basse intensité ou c'est trop bas aussi? Eh ben, c'est là qu'il faut essayer de regarder l'ensemble et pas une séance. Moi, je différencie les séances de basse intensité, dites, on va dire, entretien de l'endurance, que développement de l'endurance. Entretien de l'endurance, je vais dire à la personne, je veux que tu restes sous le premier seuil. On part sur 40 minutes de footing et le but, c'est que tu consommes, entre guillemets, zéro énergie. Tu rentres de cette séance, elle est très facile et t'as aucune Mais fatigue. imaginons, Alors elle a que 50% de son seuil 1, elle fait rien du tout.
Mais est-ce que tu as quand même des améliorations avec ça? Ouais, 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 Même en étant si bas. ouais, Alors, est-ce qu'on peut dire encore pire? C'est une connerie, mais au lieu de courir, bah, elle va marcher à 7 km/h. presque. Mais sauf que, Bah, elle marche en marche arrière. mais, mais, mais presque ça marcherait. Mais sauf qu'à côté de ça, eh ben, il faudrait du temps pour faire autre chose. Donc c'est toujours ça. C'est combien on a de temps pour l'athlète par semaine. Et si l'athlète a très peu de temps, bah, finalement, il va passer quand même une partie de son temps proche de son premier seuil. Donc en endurance, mais comme tu disais tout à l'heure, plutôt autour de 10-11 km/h, par exemple, pour toi. Et par contre, si l'athlète, moi, il a 40 heures pour s'entraîner dans la semaine, bah, il y a des moments où je vais le faire courir à 8, hein, parce que je veux qu'il récupère et je veux que ce soit une séance très facile. On accumule du volume, mais facile. Donc voilà, je différencie ces séances de développement des séances de récup. Mais il y a une grosse différence entre courir ou rouler proche de son premier seuil et bien en dessous. Par exemple, je vois pour un athlète, ben, on en revient à Julien, mais d'autres que j'ai dans mon groupe qui ont des premiers seuils qui sont assez hauts. Par exemple, des premiers seuils à 250, 260 watts. Je fais pas toutes les séances à 250 watts. Au contraire, je vais lui dire, bah là, descends un peu, parce que ça consomme quand même 250 watts en termes d'énergie, et puis même 250 watts en vélo, ça le fait rouler à 40 km/h quasiment. Donc voilà, sur les routes, ça devient dangereux, etc. Donc voilà, je différencie ces séances de développement que d'entretien. Et alors, tu m'as pas dit comment tu faisais accepter ça aux athlètes. Alors, Ouais, mon premier seuil à 250 watts, et donc, consigne du coach, 120 watts. ouais, c'est dur, hein. Alors, comment tu fais? Quelle est ton astuce? Ah, ça, Comment tu c'est. vas me convaincre? Bah là, ça dépend de la psychologie de la personne. J'ai des personnes qui adorent ça. Finalement, ils me disent, mais c'est génial, ces séances-là, je me mets sur mon home trainer, je regarde un film, j'écoute de la musique, j'écoute un podcast, c'est top. Et j'en ai d'autres qui ont du mal. Et donc là, c'est petit à petit que j'essaye de lui montrer et je lui dis, bah ok, essaye de me faire confiance et tu verras les gains dans quelques mois. Parce qu'il faut quand même attendre, c'est pas magique, c'est pas en une semaine que ça se fait. Donc voilà. Mais ça va dépendre vraiment de la personne. J'en ai qu'adore, hein, mais Et bah, tiens, c'est une question qui me vient. Moi, tu sais, j'ai quelques débutants, on va dire, en cardio, tu vois, en muscu, il y en a beaucoup qui veulent s'y mettre. Et je vois souvent des fréquences cardiaques assez élevées, tu vois, pour des intensités très basses. Euh, tu dis qu'il faut quelques mois pour attendre de voir des progrès. ouais. Combien de mois il faut avant que des pulsations baissent pour des puissances, on va dire, très faibles, quoi. Égal, ouais. Alors, au moins 2 mois. Au moins 8. À raison de quoi? 3-4 séances par semaine? Oui, alors, tout dépend d'où part l'athlète. C'est vrai que s'il en a jamais fait et qu'on commence à faire 2 séances par semaine, par exemple, de basse intensité, au bout de 2 mois, il aura déjà des gains. Voilà, si l'athlète, il faisait déjà un petit peu d'endurance, va peut-être falloir un peu plus de séances ou attendre un peu plus longtemps. Mais voilà, généralement, avec les athlètes que je récupère, voilà, c'est 2, 3 mois d'entraînement, si c'est bien fait, encore une fois. Et puis après, autour, il y a forcément autre chose. Donc, il y a pas que la basse intensité qui va faire gagner, hein. Mais oui, 2 mois de basse intensité et on voit déjà des pulses qui se baissent. Oui, je voulais parler avec toi aussi un peu de l'entraînement polarisé, qui était à la mode, qui est toujours à la mode, qui est parfois un peu décrié. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser? Et je vais mettre une nuance. Et si oui, quand et combien de temps? Ouais. Alors l'entraînement polarisé, ouais, qui fonctionne, hein, qui fait ses preuves quand même dans certains sports, hein. Je veux dire, il y a des fondeurs, et cetera, qui ont des sports qui sont vraiment sensibles à cet entraînement. Alors moi, je l'utilise beaucoup l'hiver ici. Pourquoi? Bah, parce que c'est compliqué d'aller faire des longues séances à Annecy quand il fait 2 degrés, qu'il neige et voilà. Et donc là, j'aime bien utiliser sur le home trainer ou quand la personne elle va en salle de sport, elle va sur tapis, etc. Et là, j'aime bien utiliser cet entraînement-là. Et donc avoir de la très haute intensité, euh, couplée à bien sûr de la basse, hein, toujours. Mais voilà, de la zone 5 pour ceux qui utilisent un modèle à 5 zones, à 7 zones aussi, ou la zone 3 pour ceux qui ont un modèle à 3 zones, quoi, au-dessus du deuxième seuil. Et je l'utilise, allez, on fait des blocs. Alors ça dépend des personnes, mais des blocs de 8 semaines, on va dire. 2 fois 4 semaines d'entraînement avec une petite semaine au milieu un peu récup. Et à partir de quand alors tu changes de modèle? Et Alors, pourquoi? alors je change à l'approche des compétitions. Pourquoi? Parce que la plupart des athlètes que j'entraîne, ils sont aujourd'hui sur distance Alpha Ironman. Donc c'est des distances qui sont autour de 4 à 6 heures de sport selon le niveau.
Et donc, si je fais que du polarisé avec de la haute intensité, eh ben, on l'a dit tout à l'heure, la personne, très bien, elle va aller vite, mais pas très longtemps, malheureusement. Donc voilà, je change pour un athlète qui va avoir ses premières courses au mois d'avril, à partir de fin janvier, on a déjà changé, hein. Et donc tu passes sur du pyramidal? Ouais, pyramidal, oui, oui, oui. Après, il y a toujours des petites variations. Voilà, certaines fois, on va faire des rappels si je sens que l'athlète, il en manque un peu. Mais oui, oui, clairement, pyramidal la plupart du temps. En triathlon, de toute façon, c'est des intensités de course qu'on a souvent entre le premier seuil et le deuxième seuil. Donc, on est un peu obligé de les travailler. Mais maintenant, ce curseur, il est quand même assez grand, hein. Entre le premier seuil et le deuxième seuil, il y a quand même énormément de valeur à travailler. Donc voilà, tout dépend. Des fois, c'est très bas, proche du premier seuil avec des intervalles très longs. Et puis des fois, on va être très proche du deuxième. Tu parles d'Alpha Ironman. Euh, mais après, j'étais un peu taquin en disant que aujourd'hui, le triathlon, c'était beaucoup démocratisé et que ça s'était ouvert à beaucoup de personnes, en fait, avec un faible niveau, que les barrières horaires avaient été vraiment repoussées de loin. Euh, mais est-ce qu'il y a un nombre d'heures ou un nombre de séances un peu charnière, minimal qu'il faut faire pour, on va dire, faire un half en bonne condition, tu vois, pour pas finir en étant rincé? Ouais, je pense que si on fait pas au moins 10 heures par semaine, c'est compliqué. Parce que c'est un sport qui demande, bah, comme tous les sports, mais qui va demander de la répétition et beaucoup de temps passé sur son vélo, beaucoup de kilomètres. Et donc, je pense que voilà, 10 heures de sport par semaine, ça va être le minimum si on veut profiter en fait finalement de sa course et ne pas être en dette à partir du kilomètre 60 à vélo et après derrière il reste un semi-marathon, quoi. Et malheureusement aujourd'hui à cause des réseaux, à cause de Strava, etc. Beaucoup de gens, on va dire, désacralisent ces courses et disent mais en fait je peux le faire et arrivent pas forcément préparés, quoi. Ils finissent par marcher au bout du 5e kilomètre à pied, quoi. C'est pas tant que ça, 10 heures, tu vois, quand j'y pense, parce que tu fais de natation, c'est 2 fois 1 heure, voilà, sans forcer. Tu vas bien courir, allez, 3 fois par semaine. Toi, t'es déjà à 2 heures de plus, donc t'es déjà à 5 heures, et il reste que 5 heures de vélo? C'est ça. Ouais, c'est pas tant que ça. C'est le minimum. Après, voilà, hein, c'est vraiment pour finir, on va dire, dans un bon état. Et derrière, c'est là que le triathlon est compliqué, c'est que si on veut être bon, il va falloir rapidement autour des 20 heures. Ok. Et ça, toute l'année. Parce que c'est facile de faire 15 heures quand il fait beau au mois de juillet. Par contre, faire 15 heures au mois de janvier, ça devient plus compliqué. Et oui, oui, ouais, 10 heures, c'est le minimum. 10-12 heures. Qu'est-ce qu'il en est de la musculation autour? Est-ce que t'es plutôt partisan, pas partisan? Tu sais, il y a deux écoles un peu. Ouais, moi, je suis pour si c'est bien fait. Récemment, j'ai fait une visio avec mes athlètes justement pour leur montrer un peu toutes les différences parce que bah, tu vois entre bosser avec un élastique et aller faire son max en squat, il y a quand même une grosse différence de travail, quoi. Et donc voilà, si c'est bien fait, si c'est bien encadré, moi je suis pour et plutôt loin de la saison parce que je sais que mes athlètes, ils ont pas un temps qui est Ils sont infini. amateurs. Voilà, Ok. ils ont pas un temps qui est infini. Et donc, avec le travail, la vie de famille, etc., je préfère qu'ils aillent nager qu'ils fassent une séance de muscu. Par contre, au mois, je sais pas, septembre, octobre, novembre, et ben là, dans ce cas, pas de souci. On enlève une séance de vélo, on enlève une séance de natte, on se construit un corps solide pour la suite. Et là, ouais, je trouve ça bien. Mais est-ce que t'as pas peur qu'ils perdent ce qu'ils ont gagné hors saison avec la muscu? Si, mais comme on a dit, c'est hors saison. Donc, non, mais voilà, en leur expliquant que, bah voilà, pendant quelques mois, tu vas être moins fort en triathlon, mais finalement, c'est pas grave. La saison, elle est dans 6-8 mois. Donc là, on construit ton corps et ça va nous permettre peut-être de passer un cap en course à pied parce que peut-être que on était bloqué autour de 50 km semaine et tu te blessais. Grâce à la muscu, on va peut-être pouvoir passer à 60. Et donc, ces 10 kilomètres gagnés par semaine toute l'année, eh ben, c'est ce qui va faire que tu vas step up sur ta course. Donc voilà, il faut l'expliquer à l'athlète, mais c'est sûr que dans un premier temps, il va perdre son niveau en triathlon, ouais. Ce que je trouve bien avec ton profil, c'est que t'es un peu multicarte dans le sens où, avec l'armée, avec tout ce que tu as pu passer comme diplôme, bah, t'es aussi bien sur le triathlon que la muscu, que la préparation physique, donc tu peux tout gérer, ce qui te permet d'avoir une vision un peu plus d'ensemble, tu Ouais. vois, où certains vont s'improviser un peu préparateur physique, mais sans jamais avoir vraiment fait de muscu, ou des fois, je vois bah, certains kinés, comme dans toutes les professions, qui disent, moi je suis préparateur physique, mais qui savent pas faire vraiment un mouvement de muscu, ou qui le font de manière, on va dire, pas terrible. Mm. Euh, ouais, donc t'as une vision vraiment un peu globale, quoi. Ouais, alors j'essaie, justement, c'est pour ça qu'en ayant cette vision globale, des fois, je suis un peu réticent à la muscu
parce que je sais que ça peut être dangereux. Si c'est mal fait, si l'athlète souvent va démarrer trop fort parce qu'il est content d'aller en salle, il pousse des poids, il progresse rapidement et il va faire des longues séances, des répétitions à plus en finir, etc. Et il va finir avec les jambes coupées en deux ou petite douleur au dos, etc. Et là, on va perdre du temps dans l'entraînement tri. Donc c'est pour ça qu'en ayant cette vision globale, j'essaye d'être toujours dans la nuance et dire à mes athlètes, bah ok, la muscu c'est bien, mais si tu l'as fait de cette façon-là, encadré, etc. Mais c'est sûr que d'avoir fait un peu tous les sports entre guillemets, bah, je vois aussi les bons côtés de chaque sport, les mauvais côtés de chaque sport et ce que ça peut apporter. Alors, il y a une des raisons pour lesquelles on s'était rencontrés, c'est qu'un coup sur ton compte Instagram, tu avais montré que tu mesurais l'aérodynamisme. Ouais. Euh, et pour moi, ça se passait toujours en soufflerie, c'était un peu compliqué, enfin bon, ça me paraissait compliqué, sans m'être trop renseigné. Et je t'avais mis un message, et tu m'as dit, bah non, mais moi je le mesure en grandeur nature, quoi, Mm. dehors. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais ça avant qu'on développe un peu tout cet aérodynamisme et comment ça peut aider à Ouais, aller plus carrément. vite avec des boîtes de rigolo? Carrément. Et ben encore une fois, moi je prends la performance comme un truc très global. Et donc tout à l'heure on parlait des tests physio qui sont importants, mais l'aéro en vélo est hyper important. À 40 km/h, 90% entre guillemets, ouais, quasiment 90% de notre force va pour contrer cette force contre le vent. Et donc les tests en soufflerie, c'est hyper cher. Et des souffleries en France, il y en a peut-être deux. Ah ouais. Voilà. Et ça coûte environ 600 euros de l'heure. Donc je me suis dit, non, mais il faut trouver un moyen. Et en fait, il y a pas mal de marques qui ont créé leurs sondes. Donc c'est des sondes qui viennent calculer finalement ce coefficient de pénétration dans l'air. Et, On dit CDA, c'est c'est en ça. anglais ça alors. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et, euh, et finalement, bah, ce coefficient de drag, donc de traînée aérodynamique, va être calculé par cette sonde. Et donc, alors il faut un petit environnement, on va dire, aseptisé pour pouvoir le mesurer. On ne peut pas faire ça n'importe où. Mais sur vélodrome, ça marche très bien. Ou sur une route avec très peu de voitures, à plat, ça marche très bien. Et grâce à ça, bah, on essaie d'avoir des gains bah, sur la position, sur le matériel, et des gains qu'on disait marginaux à l'époque, et on se rend compte que finalement, c'est pas des gains si marginaux, quoi. Et est-ce que, avant qu'on développe, est-ce que ça marche que sur le vélo ou en course à pied, il y a aussi des choses à faire ou Ouais, ben on en parlait l'autre jour, et alors, il n'y a pas encore de sonde qui a été inventée pour la course à pied, mais on voit que, par exemple, pour le record du monde du marathon de Kipchoge, il avait des choses, il avait des patchs collés sur ses tibias, qui étaient des patchs aéro, hein, vous pouvez aller regarder sur les photos. Quand ils sont en cuissard, et ben pareil, on essaye de réduire la traînée faite avec des vêtements amples. Et on en parlait l'autre jour, on se disait, mais les sprinteurs, il y a la moitié des sprinteurs qui sont encore en short débardeur, alors qu'ils se battent pour des millièmes. Donc il y aurait quelque chose à aller chercher aussi, c'est sûr. euh, comment on devient plus aéro alors en vélo? Et tu parlais de gains marginaux. Peut-être avant, faut dire qu'est-ce qu'on peut gagner exactement. C'est quoi ce gain qui n'est plus si marginal? Alors, tout dépend de la position de base, encore une fois, de l'athlète. S'il est pas bien placé, on va pouvoir gagner 50 watts. 50 watts. Ouais, Et donc ouais, c'est large. énorme 50 watts. C'est monstrueux. C'est pour ça que je dis que c'est pas un gain marginal. Mais pour un athlète qui est bien placé, déjà si on en gagne, allez, 20, ouais, 15-20, c'est déjà pas mal. Et c'est ce que je trouve à peu près chez tous les athlètes. Alors après, voilà, il faut trouver une position et trouver des vêtements qui soient adaptés à l'athlète. Donc on parle souvent du casque en vélo, qui a une grosse importance, mais aussi la combinaison, qu'elle soit ajustée, qu'elle ait des textures eh ben, qui fonctionnent bien avec l'air. On va avoir aussi donc le cockpit du vélo, les prolongateurs. Et voilà, le but, de manière globale, c'est de ressembler à une goutte d'eau. Voilà, c'est ce qui va le plus vite au niveau d'une forme voilà aéro. Et donc on essaie de faire ça en vélo, quoi. C'est marrant ça parce que en termes de vêtements, on regardait un peu ensemble la dernière fois, mais faut des manches un peu texturées, tu vois. Mm. Alors que je me serais dit, bah, limite, faut pas de manches. Ouais, alors ils font des tests. Des fois, on va en avant, on fait deux pas en arrière. Ce qui est bien avec l'aéro, en fait, c'est qu'il y a rien qui est figé. Ce qui va marcher pour l'un va pas forcément marcher pour l'autre. Comme c'est une globalité, il y a certains vêtements qui vont être très rapides sur des athlètes et un petit peu moins sur d'autres.
On sait pas vraiment des fois pourquoi. Et des fois, c'est parce que l'air va taper la main, rebondir avec des turbulences et ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Mais donc voilà, aujourd'hui, on fait des textiles un peu nervurés avec presque la 3D à l'intérieur. Voilà, pour éviter le décrochement de l'air ou à l'inverse l'accentuer. Voilà, tout dépend où c'est placé en fait sur le corps. Tu me parlais aussi la fois des bandeaux. Mm. J'ai pas trop réussi à trouver ce sur le net. En fait, c'est des bandeaux un peu comme les bandeaux de ski. Ah, alors, je te disais pour le kayak, Ouais. je te disais, bah, tu vois, si tu voudrais enlever tout ce qui est turbulence, si tu as des cheveux longs, bah ouais, il faut essayer Ouais, de les bouger, quoi. à la fin, je me suis dit, mais je vais mettre un bonnet de bain. Mais oui, 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 clairement. Mais clairement, il y en a qui ont essayé. Il y a un mec qui a essayé en soufflerie sur YouTube, il y a la vidéo avec le bonnet de bain. Et ça va plus vite que sa tête à nu, oui. Mais voilà, en fait, le but, c'est de couvrir un maximum sa peau. Donc aujourd'hui, on voit sur les contre-la-montre, les gars ont des manches longues, ils ont des cuissards très longs qui arrivent proches du genou, des chaussettes très hautes. Voilà, les textiles qu'on fait aujourd'hui qui sont très aéros vont plus vite que la peau. Donc on essaye de se couvrir un maximum. En fait, ce qui nous perd un peu, j'ai l'impression, sur l'aéro, c'est de voir parfois des champions qui n'utilisent rien de tout ça et qui gagnent. Et on se dit, mais en fait, c'est des conneries tout ça. Ouais, mais en fait, parce qu'il y en a qui sont tellement forts qu'en fait, ils ont déjà le niveau de gagner avant de s'intéresser à leur aéro. Et parce que, comme on disait juste avant, c'est très très cher. Et il y a certains athlètes, ils ont beau être professionnels, dépenser 3 000 à 4 000 € pour une journée de soufflerie, eh ben, ils le font pas forcément. Mais aujourd'hui, si on veut jouer la gagne, en triathlon, en vélo, on est obligé de passer par là. Et alors, j'ai envie de dire heureusement, parce que moi, j'adore ça, mais chez les amateurs, c'est pareil. Le niveau chez les amateurs est en train de monter, un truc de fou. Et donc, on est obligé d'aller en soufflerie, on est obligé de faire les tests que je propose. Enfin, voilà. On peut plus laisser ça au hasard et avoir des positions qui ressemblent à rien en course. Combien ça coûte, on va dire, une combinaison vraiment haut de gamme, aéro? Parce que bah, tu vois, tu m'as cité quelques marques, donc j'ai regardé, et puis j'ai trouvé d'autres marques. Et puis en Mm. fait, enfin, je connais pas trop ce milieu-là, mais t'as 50 marques, quoi. Ouais, ouais, ouais. Clairement, aujourd'hui, tout le monde propose sa gamme aéro. On est un peu happé par le marketing, donc il y a des choses qui marchent très bien, d'autres beaucoup moins. Mais environ 200 € pour une combinaison de triathlon, une trifonction, on appelle ça. Entre 200 et 300 € voilà, pour quelque chose d'aéro. Et il y a certaines marques qui montent encore plus haut. Il y a la marque la plus chère, alors moi j'ai pas testé en soufflerie, je sais pas si elle fonctionne, hein, mais elle sort des combis à 800 €. Ouais, ouais, Tu crois qu'ils gagnent 2-3 boîtes de plus? peut-être, peut-être, et encore, je suis pas sûr. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui fonctionne vraiment, c'est le sur-mesure. Voilà. Chez les athlètes professionnels, euh, ils ont du mal à se différencier au niveau des matériaux, parce que finalement, tout le monde utilise les mêmes. Par contre, ça va être le sur-mesure. Le moindre pli, la moindre bulle d'air qui peut être formée avec un vêtement, ça va nous ralentir. Donc, c'est le sur-mesure qui fonctionne très bien. On parlait des combis sur des trifonctions, et en fait, il y a un truc, bon, je t'ai pas dit, je le dis en podcast, c'est assez drôle, c'est qu'en fait, quand tu achètes une trifonction ou même un cuissard de vélo, en fait, t'as les fesses rembourrées. Ouais. Mais quand t'es en kayak, en fait, il faut que tu fasses un peu corps avec ton kayak. Donc, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va me dérégler un petit peu, tu vois. Alors, c'est ce que je te disais. Autant un cuissard, t'as énormément de rembourrage. Autant une trifonction, il y en a très peu. Ah, c'est rien, ça peut. Ouais, très très peu, hein. Donc, t'as mal au cul alors C'est que sur vrai. du vélo. Ah, t'as mal au cul. Clairement, les premières séances de l'année en trifonction, t'as mal au Ok. cul. Et je sais pas, ça doit faire peut-être 4 millimètres. C'est vraiment. Ah ouais, ça fait rien du Ouais, tout. ouais, ouais, Ah, tiens. C'est une mini protection, hein. parce que là, j'ai emmené mes cuissards à mon vélo avec Belette. Et je me suis dit, putain, mais c'est quand même vachement épais. Je dis, putain, si je mets ça, je suis pas convaincu que... Non, ouais, ouais, c'est un peu trop épais. C'est pour ça que d'ailleurs, on court pas avec les cuissards. Ça finirait par gêner, c'est un peu lourd, un peu chaud. Non, les trifonctions, c'est beaucoup plus léger en amorti. Donc, il y a la combi. Les bandeaux, on rigole un peu. Il y a les prolongateurs. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les prolongateurs? Ouais, alors les différences entre les prolongateurs et surtout la façon dont on va les placer, l'inclinaison, la longueur des prolongateurs, tout ça, ça va agir finalement Non, sur dans quel sens? Parce que plus ils sont longs, car moi, j'aurais tendance à dire, je peux être plus couché. exactement. Aujourd'hui, c'est la mode qui en ressort, c'est d'avoir les épaules et les coudes placés très en avant, les bras très rapprochés. Et puis après, on va jouer juste sur l'inclinaison. Donc certains vont être presque à plat, pendant que d'autres ont les mains très très relevées, proches du visage. Mais tout ça, faut le tester parce que encore une fois, ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre. Et puis après, il y a aussi une notion de confort parce que l'athlète va passer quand même entre allez 2 heures de vélo pour un Alpha Ironman jusqu'à 5, 6, 7 heures de vélo pour un Ironman.
complet. Donc, il faut quand même qu'il soit confort sur sa machine pour que ça fonctionne. En parlant de machine, je vois aussi, comme avec Superphysique, on sponsorise Yannick Matajicek. Ouais. Là, il a récupéré un super vélo. Ouais, magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a des grosses différences aussi en termes d'aérodynamisme dans les vélos? Tu vois, c'est une connerie, je fais un vélo à 3000, et puis demain, je fais un vélo à 10 000. Est-ce qu'en gros, je caricature, mais avec le vélo à 10 000, d'un coup, je gagne une économie de 15 watts ou de 20 watts? Est-ce que c'est ces ordres de grandeur-là ou ça peut être même plus? Ça peut être plus, ouais. Ah Ça ouais! peut être plus et c'est pas forcément le prix que tu vas y mettre parce qu'on sait qu'il y a certaines marques, certains modèles qui vont plus vite que d'autres. Donc ouais, ouais, mais 15 watts, oui, 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 15 watts. Peut-être pas forcément beaucoup plus, mais oui, oui, aux alentours de 15 watts. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est encore une fois, c'est de pouvoir travailler sur ce vélo. On a la base, mais après, il faut pouvoir le l'adapter à son corps. Et donc, il y a des vélos qui sont beaucoup plus adaptables que d'autres. Ça représente quoi un gain de 15 ou 20 watts en termes de kilomètre heure ou de temps sur... Ah, c'est alors bah tout dépend la vitesse, mais voilà ce qu'on a pu mesurer. J'avais fait des vidéos sur mon Instagram. On peut rapidement arriver à une demi-heure sur un Ironman. Ah Donc ouais, sur en 100 vélo, ça fait une demi-heure. donc sur 180 km de vélo, quand on commence à gagner 15 watts, allez sur 180 km, on va peut-être gagner un petit quart d'heure, ouais, Ah ouais, à 35 km heure. ah ouais. Donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui, si on veut jouer voilà, si on veut jouer un podium ou même une bonne place, 15 minutes, c'est énorme. Bah, c'est surtout qu'à un moment, en fait, comme je disais tout à l'heure en introduction, quand tu t'entraînes depuis un petit moment, tu vois bien que les 15 watts, tu les gagnes pas sur l'année. À moins que tu t'entraînes avant Ouais. n'importe comment, tu les gagnes pas avec de l'entraînement. En fait, des fois, tu gagnes en durabilité. Je pense à mon pote Mathieu Lambert, dont je suis son programme un peu ce qu'il fait cette saison. Et en fait, tu les gagnes pas. Et Exactement. des fois même, tu perds 5 watts ou tu vois, en fonction du jour, du test. Donc c'est Ouais. énorme. Non, mais exactement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est plus des gains marginaux. On sait qu'en fait, il faut passer par là parce que on va se battre pendant 2-3 ans pour les gagner, ces 15 watts, alors qu'en une matinée de test, on peut les gagner, quoi. Simplement en changeant sa trifonction, en prenant un casque qui nous correspond un peu mieux au niveau de morphologie, on va les gagner, quoi. Mais après, c'est aussi voilà, c'est un investissement donc financier parce qu'il faut pouvoir acheter du matériel. Mais on voit que c'est pas forcément le matériel le plus cher, le plus aéro. Combien ça coûte si je veux faire un test aéro avec toi? C'est alors tout dépend le temps qu'on va y passer, mais autour de 150 €. Ouais, donc c'est C'est moins cher que l'achat du matos. oui, c'est moins cher que l'achat du matos et surtout c'est moins cher qu'une soufflerie, quoi. Et surtout, on se rapproche beaucoup plus de la réalité. Ce qui est bien en soufflerie, c'est qu'on va avoir quelque chose de très, très linéaire. On va pouvoir répéter le test 1 million de fois, la personne ne bouge pas sur son vélo, le moindre petit changement sur une chaussette, ils vont pouvoir voir la différence. Moi, avec ma sonde, je vais avoir un peu plus de mal, à voir la différence entre une chaussette, parce que ça va être de l'ordre de peut-être 1 watt, 2 watts. Mais par contre, je me rapproche beaucoup plus de la réalité parce que je fais pédaler mon athlète autant que je veux. Si je veux faire des «paliers» entre guillemets, de 30 minutes, bah, je le fais tourner pendant 30 minutes sur le vélodrome et j'ai son coefficient, d'aéro pendant 30 minutes. J'ai un truc qui me vient. Est-ce que les lunettes, ça joue aussi? Ouais, En fonction ouais, des ouais. lunettes. Alors, quelles lunettes il faut que j'achète? Alors la marque, je pourrais pas dire, mais entre différentes lunettes ou entre visière et lunettes, on voit souvent la différence. Les casques aéro ont souvent des visières, et certains vont plus vite si on met les lunettes et qu'on enlève la visière. Voilà, ça il y a des petits gains comme ça à aller chercher. Je pense à un casque d'ailleurs, le Specialized, pas le nouveau, mais l'ancien, qui allait plus vite avec des lunettes qu'avec la visière qui était vendue. On voit des fois les gars mettre les lunettes à l'envers ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça aussi? Ouais, beh, encore une fois, c'est de l'ordre de peut-être, 1-2 watts, mais à leur niveau, finalement, c'est énorme, parce qu'ils ont tous le même niveau, les pros. Nous, 1-2 watts, bon, on aura meilleur temps, d'aller s'entraîner. Mais quand on commence à en gagner 15 ou 20, là, ça devient intéressant. Mais eux, voilà, ils sont obligés de tout regarder. Ça va, même jusque, au positionnement des doigts sur les prolongateurs. Tu vois, là, on parle beaucoup d'optimisation, tout ça. Moi, j'ai l'impression des fois que, à mon niveau, encore une fois, hein, donc à relativiser, mais 5 ou 10 watts, il suffit que je sois dans une meilleure disposition mentale et je vais les faire. Oui, oui, mais carrément. Tout dépend, en fait, ce qu'on va rechercher. Et j'ai cette sensation que justement, de m'intéresser, bon là, c'est pour le kayak, l'aérodynamisme, tout ça, donc je vais tester, mais
j'y crois moyennement. Mais tu vois, de faire tout ça, de se mettre dans les meilleures dispositions, te booste aussi mentalement. Ouais. Est-ce que toi, tu remarques ça sur tes athlètes aussi? Ouais, bien sûr. Un athlète qui va faire ses tests physio, qui sait qu'il s'est bien entraîné l'hiver, qui va faire ses tests aéro, il sait que sa machine va vite, il sait qu'il va vite. Et quand il arrive sur la course, finalement, il a gagné 2 points de confiance, quoi. Ça paraît rien, mais au départ, il se dit, bah ouais, c'est moi le plus rapide, quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ça compte, mais vraiment. Et à l'inverse, on voit des athlètes faire tout ce qu'il faut à l'entraînement et faire des mauvaises perfs en course parce que le mental n'est pas là, la confiance n'est pas là. Donc ouais, c'est aussi important, hein. On voit la préparation mentale se développer beaucoup chez les athlètes professionnels. Est-ce que toi, dans ton groupe d'amateurs de haut niveau, on va dire ça comme ça, qui s'entraînent quand même déjà pas mal, est-ce que ça se développe aussi? Est-ce qu'il y en a qui font appel à des préparateurs mentaux Alors j'ai la chance, c'est que dans le groupe, j'ai une fille que j'entraîne, donc maintenant là, j'ai fait un coucou, qui est coach, qui est préparatrice mentale. Donc elle suit certains athlètes, pas forcément dans le groupe, mais voilà des gens plus ou moins proches du groupe. Et alors j'ai personne dans le groupe qui est suivi. Par contre, on m'a déjà posé des questions. Donc voilà, il y en a qui se renseignent, savoir si s'ils peuvent avoir des gains grâce à ça, parce que certains ont des fois des petits doutes à l'approche des compétitions, ou alors ils sentent qu'ils réalisent pas les mêmes performances en compétition qu'à l'entraînement, et donc on cherche aussi de ce côté-là, parce que c'est hyper important. Mais au niveau amateur, voilà, c'est quand même un peu plus rare chez les professionnels. Tout à l'heure, je reviens sur les tests. Euh, Est-ce que tu vas faire des tests souvent? Parce que là, tu sais, j'en vois partout passer des tests, des tests, des tests. Est-ce que finalement on fait des tests pour déterminer ces seuils si régulièrement que ça? Non, non, non. Des tests complets pour déterminer les seuils, si on en fait 3 par an, c'est bien déjà. 2 à 3 par an, c'est top. Par contre, derrière, moi je vais utiliser l'appareil pendant les séances aussi, pour être sûr qu'on est dans la bonne zone. Voilà. Mais non, voilà, 2 à 3 fois par an, c'est top. C'est vraiment bien. Et est-ce que tu fais utiliser aussi, comme j'en parlais avec Sylvain Fréville, un peu le suivi de Du HRV? Ouais. Mmh. Alors j'ai un athlète parce qu'il est passionné, il adore aussi voilà tout ce qui est physio, donc il l'utilise. Moi je l'ai utilisé aussi, mais le problème du HRV, c'est que pour avoir des bonnes valeurs, d'ailleurs il le disait dans le podcast, c'est quand même assez compliqué. Voilà, il faut pas mal de temps. Il y a des applications qui nous proposent de prendre notre HRV 1 minute au réveil, mais c'est pas assez long. Il faudrait des 10 minutes couchées, 10 minutes debout. Il faut que ce soit toujours le même protocole. Il faut qu'on soit passé aux toilettes avant, etc. Et pour certains athlètes, c'est trop compliqué. Ils ont pas envie de s'investir là-dedans, mais oui, oui, c'est une valeur qui peut être très, très intéressante. Et est-ce que ça t'arrive alors au niveau amateur, sur HRV ou avec, d'adapter l'entraînement, tu vois, en fonction d'un retour d'un athlète qui te dit je me sens pas en forme aujourd'hui. Non, alors jamais au jour le jour, mais plutôt la tendance. J'aime pas trop surréagir. Voilà, si l'athlète il se réveille, il est fatigué, heu, va quand même t'entraîner. Par contre, on va suivre cette fatigue-là heu, demain, après-demain, et si sur plusieurs jours, on commence à avoir cette fatigue qui reste, là, on va adapter l'entraînement. Mais non, pas au jour le jour parce qu'il y a trop de facteurs qui font que, des fois tu te lèves le matin, tu pas bien. Tu te dis: ben non, ça le fait pas», et finalement tu attaques ta journée et 3 heures après, tu es en forme. Ou tu montes sur ton vélo, ça débloque et une demi heure après, tu es en forme pour ton intensité. Donc non, jamais au jour le jour. Par contre, sur la tendance de 1, 2 semaines, là oui. Ouais, c'est pour ça que je te pose cette question parce que on voit de plus en plus ces histoires de variation de forme et donc d'adapter au jour le jour. Ouais. Et au niveau amateur, en fait, quand t'es pas professionnel, t'as pas, je sais pas, une connerie, 12, 14 séances par semaine, ça me paraît compliqué si tu fais, je sais pas, t'as 3 séances de vélo dans la semaine, de te dire, bon, je suis pas bien, alors je fais plus cool. Puis là, je suis encore pas bien, je fais plus cool. Exactement. Là, c'est un peu les limites de l'entraînement à l'instinct, dont on Ouais. parle souvent en musculation, mais Ben c'est pour ça que voilà, plutôt à la semaine. Voilà, moi j'utilise une application où les athlètes à la fin de chaque séance, ils peuvent rentrer donc leur RPE, leur ressenti, sous forme de smiley, sous forme de curseur sur 10, et puis ils peuvent me mettre un commentaire. Et moi, à la fin de la semaine, quand je regarde leur séance, bon bah voilà, si 2, 3 jours consécutifs, on a une petite fatigue, un ressenti qui est un peu mauvais, ok, on peut lever le pied la semaine suivante. Mais comme tu dis, au jour le jour, ce serait vraiment très compliqué. Et puis j'ai des athlètes
c'est très personnel. Il y a des athlètes, ils vont jamais me dire qu'ils sont fatigués. Et donc, eux, on va bourriner tout le temps. Sauf que non, il faut faire attention. Et d'autres qui vont se réveiller tous les matins avec de la fatigue. Tu vois, et il faudrait adapter tous les jours. Donc voilà, on évite de surréagir et puis on adapte, on va dire, plutôt sur le long terme. Mais je vois, il y a un plan global. Et finalement, à moins qu'il y ait une alerte rouge, Oui. tu continues. Est-ce que tu as des athlètes, c'est pareil, je crois que c'est assez populaire en ce moment, tout ce qui est syndrome RED S, Mm. qui se sous-alimentent? Ouais, alors ça, je fais vraiment gaffe parce que j'en ai certains qui vont tout cumuler. Donc, qui voient qu'ils s'entraînent un peu plus fort, le niveau augmente et donc ils se disent en même temps, bah, je vais essayer de m'affûter et perdre Mais les deux est-ce que ça portions. joue tant que ça de perdre? Moi, j'ai l'impression que quand je perds du poids, donc ça fait 20 ans que je suis autour de 100 kilos, je vois bien que si je descends genre à 95, j'ai plus de jus, quoi. Ouais, ouais, mais Et eux, ils le sentent pas, ce cas sur l'endurance, ils le sentent moins. et ben, il y a aussi ce culte d'être ultra affûté, ultra sec et donc ils se disent si je ressemble pas au triathlète professionnel, je vais pas avancer. Mais Alors que quand tu vois les Norvégiens, là, Blumenfeld, il est pas si sec, tu vois. non, 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 bien sûr que non. Et même si on perd du poids trop rapidement, mais on n'avance plus. Et surtout, on va perdre en fait toute notre force pour les entraînements. Si on est sous-alimenté, on n'aura pas les bénéfices de notre entraînement, on pourra pas passer nos séances d'intervalle. On va se réveiller, on est déjà énervé, on est fatigué, et là, on va jouer sur le HRV. Donc c'est un tout. Mais non, non, moi je préfère un athlète qui mange tout le temps qu'un athlète qui essaye de se sous-alimenter. Mais voilà, ouais, je fais attention quand même. Et je leur dis tout le temps de manger en permanence, surtout des glucides. Parce que il y a eu certaines époques où on a essayé un peu de bannir les glucides et de dire que c'est très mauvais, alors qu'on en a besoin pour avancer. Et est-ce que, justement, pareil, après, je voyais un truc, je sais plus où, comme quoi certains, sur ce qu'ils estimaient des courtes distances, avaient du mal à s'alimenter durant l'effort. Est-ce que il y en a, par des athlètes, justement, qui rechignent à s'alimenter durant l'effort? Tu vois, s'ils font, peut-être pas sur un half, mais sur un M, tu vois? Ah, mais moi j'ai un athlète là, Victor, hein, il a découvert l'alimentation cette année quoi. Et donc je l'entraîne depuis cet hiver là, mais il a quand même réussi à faire un Ironman en mangeant 2 compotes quoi. C'est vrai? Ouais. Ah bah là, il a accéléré d'un coup, alors, en mangeant. Mais il s'est senti pousser des ailes. Sur toutes les séances, il m'a dit, mais je me sens trop bien. En fait, je peux faire 6 heures de vélo, tout va bien. Ben oui, oui, oui. Mais oui, il y en a qui découvrent l'alimentation. Il y en a qui avaient des a priori parce qu'ils se disent, bah, voilà, j'ai mangé ce matin. Donc, si je remange sur le vélo, je vais prendre du poids. En fait, tu te rends pas compte de toutes les calories que tu vas consommer pendant et après cet effort-là. Et si tu veux avoir les bénéfices de cet entraînement, il faut que tu fasses le plein, hein. C'est marrant, c'est marrant, je sais pas si c'est le mot, mais de vouloir maigrir alors que tu es en forme, surtout quand tu t'entraînes autant, c'est très, très, très difficile d'être en surpoids, d'être gras, qui plus est. Tu es forcément à un poids de forme, mais tu as plutôt tendance, comme tu le disais, à pas assez manger, quoi. Parce que quand tu entraînes, tu vois, on disait 10 heures minimum, mais voilà, en gros 15 heures en moyenne. Ah, et de toute façon, il faut que tu manges, hein. Ah mais exactement. Mais souvent, les gens essayent d'aller un poil trop vite, et ne pensent pas à l'inertie de l'entraînement ou de la sous-alimentation. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils baissent un peu leurs glucides, ils s'entraînent beaucoup et ça passe. Et là, ils voient que tous les matins, ils perdent un peu des grammes sur la balance, ça s'affûte, ils sont de plus en plus secs. Sauf qu'ils oublient qu'en fait, ça va marcher 5 jours, 6 jours. Et en fait, la semaine d'après, ils se réveillent, ils sont coupés en deux, quoi. Ils avancent plus, et puis là, du coup, ils ressautent sur les paquets de gâteaux parce que, bah, le corps en a besoin. Nerveusement, ça va pas bien. Donc ouais, ça c'est compliqué. Il faut essayer de leur faire comprendre comment le corps fonctionne, même si on rentre pas totalement dans les détails. Plus ils vont comprendre, plus ils vont avoir envie de s'alimenter. Et puis après, de leur présenter aussi une alimentation qui est saine, qui est bonne. Et puis des choses qui aujourd'hui se font, enfin, les marques font des choses très bien. Avant, c'était des grosses barres de céréales qui nourrissaient pas forcément, qui étaient dures à avaler, les goûts pas forcément bons. Aujourd'hui, Qui colle aux dents, en plus. ouais, voilà. Aujourd'hui, on a des trucs quand même qui sont top, des boissons qui sont bonnes, donc autant en profiter. Et est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles pour s'informer sur le triathlon? Tu vois, il y a des petits bouquins, mais car les bouquins que j'ai pu trouver, notamment en français, je reste un peu sur ma faim, tu vois, c'est vraiment les bases des bases. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux checker, que ce soit en français ou en anglais, Ouais. peut-être dans ta réflexion? Ouais, alors je les conseille tout le temps ces bouquins-là. Ils sont pas forcément que sur le tri. En vélo, il y a le bouquin de Fred Grapp, Ah oui, oui, Rythme le gros pavé. Performance. Ouais, ouais. Ouais, alors c'est Alors un là, gros pavé, faut là, aimer, hein. c'est un gros, là.
Faut aimer, mais il est super bien fait. C'est des chapitres qu'on peut aller piocher. On n'est pas obligé de lire tout en une fois. Donc on peut aller chercher un chapitre sur le pédalage, sur l'alimentation, sur autre chose. Voilà. Donc ce bouquin-là, j'adore. Le bouquin de Inigo Mujica, c'est ça, il me semble. C'est C'est sur l'affûtage, ça. non. Non? Alors c'est C'est un autre. il a récolté c'est Sciences de l'entraînement. C'est en anglais. On peut le trouver sur son site. Il est assez cher, mais il est top. Alors il n'y a pas que lui. Je crois qu'il y a plus de 60 chercheurs et médecins qui ont fait ce livre, chacun un peu sur des sujets qui préféraient. Euh, et il est pareil, comme le bouquin de Fred Grapp, il est sous forme de chapitres. On peut aller piocher ce qu'on veut dedans. Moi, j'adore. Euh, il y a la Bible du triathlon de Joël Friel, qui est, voilà, on va dire beaucoup plus basique. Ouais, Voilà, moi j'étais sur ma fin quand même. voilà. Et là, c'est vraiment pour débuter le triathlon. Parce que là, les deux bouquins d'avant, c'est quand même des gros pavés. Si on n'est pas un peu passionné de physio, de bioméca, c'est un peu dur. Mais voilà. Les deux bouquins-là, on a déjà fait une bonne avancée dans comment fonctionne le corps et comment on va s'en servir en triathlon, quoi. J'ai une question qui m'est venue parce que tu as parlé de Fred Grapp et donc le bouquin, je l'ai déjà lu et je l'ai prêté à un copain. Je vais pas me le rendre parce que je pense pas que j'allais le relire vu que c'était un peu complexe pour moi. La technique de pédalage. Ouais. Tu vois, on parlait tout à l'heure des vélos en salle un peu home trainer. Et donc j'ai un watt bike à ma salle au Super Physique Gym, donc à Annecy. Et justement dessus tu peux voir comment tu pédales. Mhm. Et ça forcément c'est une grosse marge de progrès. Est-ce que on a ça maintenant sur les... Est-ce qu'on a un feedback direct quand on pédale? Ouais, Tu vois, sur un vrai vélo en triathlon, est-ce qu'on voit ce qu'on fait? ouais, exactement. Alors, encore une fois, tout dépend la gamme de vélos qu'on a. Mais il y a des pédales et des pédaliers qui proposent ça sous forme Ah, d'application. super. Et donc, quand tu rentres chez toi, tu ouvres l'application et tu vois à quel moment ton pédalage a été le plus efficient. Est-ce que tu Euh, peux le voir en direct? En direct, oui, tu peux le mettre sur ton compteur. Ok, ah, Donc super. voilà, il y a certaines marques de compteurs affiliées à certains pédaliers, etc. On peut le voir sur son compteur et donc on peut faire du travail pendant qu'on roule et se dire bah voilà, je fais de l'endurance, de la basse intensité, mais voilà, pendant un certain temps, je vais bosser ma cadence, je vais bosser telle ou telle chose, mon tirage, mon voilà. Et puis après, on a vu aussi des pédaliers un peu ovalisés, ce genre de choses pour nous aider à Est-ce pédaler. que c'est mieux? Alors pour certaines personnes, ça a été mieux. Pour d'autres, non. Et certains n'ont pas attendu assez longtemps pour avoir les bénéfices. Parce qu'il faut que le corps s'adapte aussi. Et donc, certains ont essayé peut-être 5 6 sorties, ils n'ont pas eu des super sensations et ils sont passés à des plateaux ronds. Mais je pense qu'il faudrait attendre un peu plus longtemps et faire des vraies études voilà, pour voir si oui ou non ça fonctionne. Mais certains cyclistes l'ont encore. Ouais, parce que je vois que sur le watt bike, c'est un des gros points forts de ce vélo, c'est que tu peux essayer de travailler justement cette technique qui est bon, te fait gagner énorme, quoi. Ouais, bah, bien sûr, la technique de pédalage, c'est comme la foulée en course à pied. Il y a tellement à gagner là-dessus. Et ça passe aussi par une bonne position, un bon bike fitting. La personne qui n'a pas ses cales placées au bon endroit sur la chaussure, voilà, ou sa position de la selle, va forcément pédaler moins bien que quelqu'un qui est super bien placé, quoi. Et j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Non, pas forcément. Bah, c'était cool comme échange. Et puis j'ai hâte qu'on puisse tester du coup l'aéro en kayak. Ouais, C'est peut-être les premiers. on va tester, j'attends des contacts. Juste, s'il y en a qui veulent te suivre sur les réseaux, sur Instagram, tu étais particulièrement actif. Bon, pour l'instant, tu mets plus que des stories. Mais Ouais, peut-être, ouais, ouais. j'ai entendu de sources sûres que tu allais te remettre à faire des publications. C'est quoi ton compte? Alors sur Instagram, c'est All Out Training. Donc c'est A2L OUT C'est ça. Training. Ouais, c'est ça. Et voilà, dessus, je poste un peu de tout. Alors, il y a eu des sujets un peu sur l'entraînement, sur la physio, deux, trois résultats des athlètes. En ce moment, j'ai pas refait de vidéo ni de petits posts là-dessus, mais je vais m'y remettre. Ouais. J'ai pas mal d'idées, pas mal de choses qui sont écrites dans mon téléphone. Maintenant, il faut faire les montages Mais qu'est-ce que et tu les fais? posts. On attend, nous. Ah, je vais m'y remettre, je vais m'y remettre. Non, s'il y a de la demande, je vais m'y remettre. Faut m'envoyer un message et non, mais ça, c'est un bon truc d'ailleurs, c'est que j'aime bien souvent avoir des questions et des sujets de la part de gens qui me suivent, parce que je me dis, bah, c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Moi, des fois, je vais avoir des sujets qui m'intéressent et pas forcément les autres. Donc, des fois, je les approfondis et puis ça intéresse personne. Mais voilà, si certains se posent des questions, bah, qui viennent me les poser, ce sera avec plaisir si je peux faire un petit post là-dessus. Eh ben, super. Eh ben, merci, Evan, de ton temps. Comme d'habitude, vous le savez, si ça vous a plu, vous souhaitez rentrer en contact avec Evan, il vous a dit où ça se passait. Forcez-le à faire plus de contenu.
Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.